Madame, Monsieur, bienvenue à cette conférence des rendez-vous biblio à la Bibliothèque de la Chute avec la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Robert Simard et je suis historien. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de la rivière du Nord. Une histoire. Et pourquoi je dis une histoire? Parce qu'il y en a plein d'histoires autour de la rivière du Nord. Chacun ayant vécu une vie, ayant connu quelqu'un qui a vécu aux abords de la rivière du Nord, a sa propre histoire. C'est ce qui est merveilleux dans notre communauté, c'est que cette rivière-là, elle passe au travers notre ville, à la Chute, sans même qu'on s'y attarde. Elle est en arrière-cour. Elle a été moteur de développement industriel incroyable pour notre communauté, mais elle est toujours là, présente, à travers ses crues, à travers les pluies. On l'entend un peu, des fois, mais on ne l'entend pas. On l'entend parce qu'elle est écho dans notre région, elle est écho sur notre territoire. Quand le train passe, le bruit du train est amplifié par l'écho de la rivière et des montagnes. Mais cette rivière-là, elle fait partie de nous, mais elle n'a pas toujours été dans cette forme-là. Alors, on va aller voir. De quelle forme elle avait au tout début, quand elle a commencé à exister. Je vous ramène à l'époque de la mer de Champlain, autour de 13 000 ans avant aujourd'hui. L'ensemble de notre territoire est sous les eaux. On vient de vivre la dernière ère glaciaire. Cette ère glaciaire-là a amené tellement de glace sur le territoire. Et puis tiens, je vais vous raconter une histoire. Il y avait tout près de 2 km d'épaisseur de glace au-dessus de nos têtes, ici présentement, à la Bibliothèque de la Chute. À ce moment-là, il y a 15 000 ans. Alors, la glace a fondu et la glace a mis un poids supplémentaire sur le territoire. Donc, elle a enfoncé la croûte terrestre. Quand la glace s'est dissoute tranquillement, est apparu une immense mer, cette mer de Champlain-là. Elle était remplie d'eau. La mer de Champlain a pris quelques milliers d'années avant de se retirer. Alors, on voit ici un peu l'immensité de cette mer. Elle nous amène partout dans la grande vallée du Saint-Laurent. Donc, toutes les basses terres du Saint-Laurent étaient sous l'eau à ce moment-là. Et quand on regarde la prochaine image, on se rend compte que les plages du nord de la mer de Champlain nous amènent jusqu'à Mont-Laurier. Alors, vous imaginez, l'eau était montée jusqu'à Mont-Laurier. Ah, tout cet immense territoire-là était sous l'eau. Il y avait une faune extraordinaire, des mollusques qu'on a retrouvé les traces un peu partout sur l'ensemble du territoire de la grande vallée du Saint-Laurent. La rivière du Nord, elle, était enfouie en dessous de tout ça. Un peu plus tard, ce qu'on se rend compte, c'est que la croûte terrestre, c'est comme je vous dirais, en fait d'image, la plus près de ce qu'on peut connaître au quotidien, c'est comme un matelas mousse qui reprend forme quand on se retire du lit. Alors, vous dormez dans le lit, le matelas épouse votre forme, comme la croûte terrestre a épousé la forme de la pesanteur de la glace et de la pesanteur de l'eau. Lorsque les glaces et l'eau se sont retirées, c'est comme si vous vous retiriez de votre lit, et là, le matelas reprenait sa forme originale. Alors, c'est ce qui est arrivé avec la croûte terrestre. Et c'est là qu'on a vu apparaître certains monticules, comme le Mont-Royal, qui faisait partie des montagnes montérégiennes, qui étaient en dessous de la glace, qui ont tranquillement ressorti de la croûte terrestre, qui faisait partie d'un immense mouvement, des plaques tectoniques et tout ça, qui nous ramène à 650 millions d'années avant aujourd'hui. Mais tout ça s'est passé il n'y a pas si longtemps de ça, entre 13 000 ans avant aujourd'hui. Et le moment où l'ensemble de la mer de Champlain s'est retiré, autour de 9 000 ans avant aujourd'hui. L'eau arrivait à 90 mètres au-dessus de Montréal. Alors, on voit ici sur l'image, on a le fameux globe de Terre des Hommes, et ensuite de ça, on a l'ancienne tour de Radio-Canada. Et on voit quelle était la hauteur de l'eau. Donc, vous imaginez qu'ici, à la Chute, où on se situe présentement à la bibliothèque, on avait beaucoup d'eau par-dessus la tête.
Cette grande mer-là s'est transformée par la suite en un lac. On l'a appelé le lac Lampsilis. Lampsilis qui veut dire en algonquin, parce que ça vient de la vieille langue algique des Algonquins. Lampsilis veut dire baleine. Là, vous me dites, oui, je vous vois vous questionner. Oui, il y avait des baleines qui se sont promenées sur notre territoire. Et comment on le sait? Parce qu'à un moment donné, en fouillant la terre, les archéologues ont découvert des carcasses de baleines qui nous ramenaient à ces anciens temps-là, 10 000 ans avant aujourd'hui. Des carcasses de baleines qui ont été découvertes là, à Smiths Fall en Ontario, à Pembroke en Ontario. Donc, les baleines ont transité sur notre territoire à ces moments-là. Alors, la glace se retire, l'eau se retire, la mer de Champlain se retire, l'immense lac Lampsilis se retire et fait place à ces grandes rivières qu'on connaît. La rivière des Outaouais, la rivière Rouge et, finalement, la rivière du Nord. Au temps des premiers contacts, quand Champlain est arrivé sur notre territoire en 1613, au printemps de 1613, il a voyagé par Hochelaga, l'ancien village de Hochelaga qui n'existait plus au moment de son passage, traversé les rapides de la Chine et de naviguer sur le grand lac des Soissons, qu'on appelait à ce moment-là, et qui est devenu le lac des Deux-Montagnes, sur la grande rivière, cette rivière-là que Champlain avait nommée la rivière des Outaouaks, parce que les Outaouais étaient censés vivre au bout de cette grande rivière-là. Et là, à un moment donné, en traversant tout près de l'embouchure de la rivière des Outaouais, il a rencontré cette rivière qu'il a appelée, mais quelle est donc cette rivière qui pousse au nord? C'était la rivière du Nord. Lui pensait que cette rivière s'en allait dans les montagnes. Il ne l'a pas navigué, pas exploré. De toute façon, les Amérindiens qui l'accompagnaient dans son premier voyage, au printemps de 1613, lui avaient dit « Ah, cette rivière-là, c'est une drôle de rivière. Elle pousse vers le nord, mais par la suite, elle change de direction. Elle s'en va d'ouest en est, pendant un long moment. Puis de toute façon, c'est pas une rivière navigable. On est mieux de ne pas s'aventurer là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est explorer le territoire vers l'ouest. Alors, Champlain s'est aventuré jusque dans les contrées des pays d'en haut, aller faire des relations de commerce avec les Outaouaks et avec les Hurons. Au moment où Champlain passe sur le territoire, il ne sait pas que ce territoire-là est habité depuis tant et tant d'années. Il pense qu'il est vierge. Vous savez, dans notre grande histoire de notre territoire du Québec, on sait que la vallée du Saint-Laurent a été désertée de ses populations entre le passage de Jacques Cartier et le passage de Samuel de Champlain. Ce qui explique le fait que la vallée a été désertée de ses habitants et probablement les maladies qui ont été transportées par les explorateurs européens lors de leur voyage. Ces maladies-là, vous les connaissez, la petite vérole, la variole, toute forme de grippe qu'ils ont transportée des Europes et qui ont amené ici. Les gens ici n'avaient pas d'immunité collective contre ces bactéries-là ou contre ces virus-là. Alors, autant du côté des Iroquois que des Algonquins, on n'habitait plus la vallée du Saint-Laurent. Ça faisait croire à ces Européens-là qui débarquaient, à ces Français-là, que le territoire n'avait jamais été habité. De toute façon, les traces étaient ténues, on ne voyait pas d'habitation parce que, bon, la plupart de ces communautés-là vivaient de façon nomadique. Ils se promenaient d'un territoire de chasse à l'autre territoire de chasse. Nous, les historiens, et accompagnés des archéologues, on a été en mesure de découvrir sur le territoire les traces d'occupation. Alors, quand Champlain pensait que ce territoire-là pouvait être vierge d'occupation, nous, on a rétabli les faits, les historiens, en comprenant, lors de fouilles archéologiques, que cette occupation-là remontait il y a tellement longtemps, plus longtemps que nous-mêmes on le pensait, c'est-à-dire à 6000 ans avant aujourd'hui. Alors, on s'est mis à essayer d'imaginer qui étaient ces peuples-là ou ces tribus-là qui vivaient sur ces territoires-là. Et à un moment donné, on a arrêté au 16e siècle sur cette carte où on représente les Ouescarini du côté nord de la rivière des Outaouais. Donc, les Ouescarini, qui étaient une tribu algonquine, ont probablement gravité sur l'ensemble des terres du territoire d'Argenteuil en montant vers le nord jusqu'au lac Nominengue. Les Iroquois occupaient le sud,
entre la rivière du Nord, la rivière des Outaouais et, par la suite, bon, le fleuve Saint-Laurent. Ils étaient des Onon-Charonon. Alors, c'est ce qu'on voit. Probablement qu'à un certain moment donné, parce que les fouilles archéologiques l'ont démontré, les Iroquois ont occupé toute la basse vallée, jusqu'aux montagnes, jusqu'au plateau rocailleux du bouclier canadien qui se trouve être de l'autre côté de la rivière du Nord. Ces Iroquois-là étaient les premiers fermiers d'Argenteuil. C'est ça qui est fantastique. Parce que ce qu'on a découvert dans les fouilles archéologiques, on a découvert à Saint-André, sur la pointe du Golfe, ou encore du côté de Grenville, ou encore en montant sur les terres de la Rivière-Rouge, des artefacts qui nous démontrent clairement qu'ils ont travaillé la terre, qu'ils ont cultivé cette terre-là. Ils ont probablement fait à une certaine époque ce qu'on appelle les Trois Sœurs. Hein? Vous vous rappelez votre petit cours à la petite école, là? Hein, les Trois Sœurs, c'est le maïs hein, qui va pousser pratiquement jusqu'au ciel, puis avec sa dernière branche, il va chatouiller le pied de la lune pendant la nuit. Hein? Et le maïs pousse comme ça, et on se sert de la tige du maïs pour faire grimper les haricots tout autour. Hein? Et puis au pied, ben, on plante soit une courge ou une citrouille, un genre de citrouille comme ça, parce qu'avec ses grandes feuilles, ça protège le sol, ça garde l'humidité au sol et ça protège aussi la tige des rongeurs, parce que les feuilles de courge ont des espèces de petites épines qui vont piquer le petit rongeur. Ah, ils ont probablement fait ça. Ils ont probablement fait une farine, hein, puis ils ont probablement fait un pain aussi qu'on appelle l'abanique, un pain traditionnel amérindien. Alors, ils ont cultivé, non seulement ils ont cultivé la terre, ils l'ont habité, ils ont construit peut-être des petits villages, hein, puis tranquillement, des fois, quand la terre était rendue au bout de ses âges, on changeait de place. Et la particularité, c'est qu'ils ont enterré leurs morts. Alors, ce qu'on voit sur la carte ici, on a identifié les points où on a eu des fouilles archéologiques dans Argenteuil, où on a découvert certains de ces artefacts-là. Je vais vous montrer maintenant, tous ces artefacts-là, ce sont des artefacts qui sont contenus dans la grande collection du Musée régional d'Argenteuil à Carillon. Ce qui est fantastique, on a un musée sur notre territoire, hein, vous le connaissez, vous avez probablement eu la chance de le visiter, peut-être il y a longtemps, peut-être dernièrement. Ce musée-là est aujourd'hui, bon, on est un peu aux prises avec les conséquences des dernières inondations, mais tous les artefacts sont encore là. Alors, on travaille encore à construire de nouvelles expositions autour de toutes ces choses-là que les ancêtres d'Argenteuil nous ont laissées entre les mains. Et parmi ces choses-là, on a des artefacts amérindiens qui nous ramènent à 5000 ans avant aujourd'hui. Alors, on voit ici un outil de travail, ce qui a l'air d'une pierre, n'est pas nécessairement une pierre. Hein, c'est une pierre qui a été, soit poncée ou travaillée pour faire en sorte que ça devienne quelque chose qui va soit moudre, ou soit écraser, ou soit couper. Hein. Ensuite de ça, on a une hache primitive hein, qui nous amène à l'époque archaïque ancienne. Cette hache-là devait servir probablement à moudre le grain ou encore à vider un tronc, hein, le tronc pour en transformer en canot, faire un canot d'époque qui était un canot qui était plus genre pirogue qu'un canot d'écorce comme on a connu par la suite. On a un tanoir. Et ça, ces tanoirs-là, on prenait une pierre qui était quand même assez spéciale, de laquelle on pouvait la travailler avec une autre pierre, toute l'embosser pour faire en sorte que quand on récupérait la peau d'un animal, ben, on était en mesure de tout enlever ce qu'il y avait de viande sur la peau pour pouvoir tanner cette peau-là et s'en servir par la suite pour se fabriquer des bottes, jupes, cuissards, peu importe ce qu'on pouvait mettre, et même des vêtements pour l'hiver. Des fragments de pipe aussi qu'on a découverts dans le coin de Saint-André. Ces fragments de pipe-là ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont été fabriqués avec une petite pierre qu'on trouve dans le coin de Calumet sur notre territoire. Calumet qui est tout près de Grenville, entre Grenville et Grenville-sur-la-Rouge. Et Calumet était reconnu chez les Amérindiens comme un endroit où on pouvait trouver cette pierre qui nous permettait de fabriquer ce genre de pipe-là. Et des pointes de flèches qu'on a découvert aussi, des pointes de flèches de pierre, ce qui nous amène à un temps très ancien. Alors, dans le coin de l'île aux Chats, hein, on sait que les Amérindiens ont occupé cet espace-là. Et pourquoi les pointes de flèches, des pointes de lance aussi? Parce qu'on y pêchait. Hein, ces populations-là, autant que les premiers arrivants, les premières familles pionnières, se sont non seulement nourries de la terre, de la chasse, mais aussi de la pêche. Et une des choses particulières
qu'on pouvait trouver dans la rivière du Nord, au temps des premiers explorateurs et des premières familles pionnières, c'était du saumon. Il y avait du saumon d'eau douce qui remontait la rivière, hein, jusqu'en haut de la grosse chute à la chute. Et aussi, les populations iroquoiennes fabriquaient des poteries. Et la particularité, on le voit là sur l'écran, sur l'image, vous voyez les petites lignes qu'on a sur les rebords de la poterie. C'est typiquement iroquoien, des Iroquoiens du Saint-Laurent. Alors, ça nous a fait dire que les Iroquoiens du Saint-Laurent ont habité nos terres à ces époques-là, pré-exploration. Voilà. Quand on arrive à la rivière du Nord, c'est une immense rivière. Même si elle paraît si petite, et des fois, on a l'impression qu'en plein été, pendant tant de sécheresse, que c'est quasiment un cric, hein? Un petit ruisseau qui coule comme ça, tout doucement. Cette rivière est longue de 125 km, hein? Et son dénivelé est de 344 mètres. Alors, elle monte loin, jusqu'en haut de Val-David, jusqu'au lac Brûlé. C'est là qu'elle tire sa source. Et elle descend, elle sillonne à travers les montagnes. Elle s'est formée un chemin à travers les montagnes pour s'en venir jusque dans le bas du bouclier laurentien. Parce que vous le savez, de l'autre côté de la rivière du Nord à la chute, les premières roches qu'on voit apparaître, ce sont les roches les plus anciennes de la planète Terre. Faisant partie d'un immense continent qu'on appelait à l'époque la Laurentia. Hein? C'est le pied du bouclier laurentien, ou, comme on disait à l'époque, le bouclier canadien. Cette roche-là, elle est dense. C'est un granit qui est immensément dense. C'est une des roches les plus dures qu'on trouve partout sur la planète Terre. Et ils font partie de ce grand plateau rocailleux. Et à un certain moment donné, je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, il y a, peut-être 650 millions à 1 milliard d'années avant aujourd'hui, ces roches-là faisaient partie des plus hautes montagnes de la planète Terre. Aussi incroyable ça peut sembler, plus haute que le mont Everest lui-même en personne. Elles allaient jusqu'à pratiquement 10 km de hauteur. Alors, avec le mouvement des plaques tectoniques, les changements, comment la croûte terrestre a évolué à travers le temps, parce qu'un milliard d'années, c'est long, mais notre Terre a 5 milliards d'années. Hey, vous savez, nous petits humains, là, si on se mettait à compter, OK? On fait juste un petit exercice, on veut compter 1 million de secondes. Ça va nous prendre, à peu près 11 jours et demi pour y arriver. Si on compte à chaque seconde, jusqu'à 1 million. Ça va nous prendre 11 jours et demi pour y arriver. Si on veut compter jusqu'à 1 milliard, ça va nous prendre 32 années de notre vie pour y arriver. Alors, 5 milliards d'années, c'est comme si on venait de passer 150 ans ou 160 ans à compter, puis à ne pas manquer une seconde. Alors, vous imaginez, quand on remonte 1 milliard d'années avant aujourd'hui, c'est quelque chose. Alors, la Terre, elle a bougé. Hein? C'était comme un être vivant dans la grande immensité de l'univers. Et elle a bougé, puis il y a eu l'érosion, toutes les formes d'érosion et tout ça. C'est ce qui fait que ces immenses montagnes-là, qui faisaient partie du supercontinent la Laurentia, sont devenues les Laurentides, les plus vieilles montagnes de la planète Terre, qui, aujourd'hui, trônent d'une hauteur avec la reine des Laurentides. Là, on parle du Mont-Tremblant de 800 et quelques mètres. Donc, la rivière du Nord, elle s'est formée à travers ces mouvements-là, à travers les montagnes, à travers ces lacs-là, à travers des périodes de glace, à travers l'érosion. Elle s'est formée et est devenue, c'est parti comme un ruisseau et est devenue cette rivière-là qu'on connaît. Évidemment, elle s'est servie du plateau rocailleux pour sillonner en sa partie sud. Hein? Donc, à partir de Saint-Jérôme, elle a suivi le bouclier laurentien tranquillement à travers les plaines, est arrivée à la chute, et de la chute, a commencé à descendre avec un peu plus de vitesse. Il y a une chute qui s'est formée à la chute, la grosse chute, et par la suite, il y a une grande chute, hein, un peu plus bas. Et par la suite, il y a eu ces grands sillons-là qui l'ont amené jusqu'à l'île aux Chats et jusqu'à Saint-André. Je vous pose une question. Quel est le dénivelé de la rivière du Nord entre La Chute et Saint-André d'Argenteuil? Je vais peut-être vous surprendre. On a l'impression des fois, comme on dit dans le langage commun, on descend à Saint-André, hein, puis on va monter à La Chute. C'est vrai.
On a près de 40 mètres de dénivelé, autour de 125 pieds de dénivelé entre la chute et Saint-André. Facile à calculer. La grosse chute mesurait à l'époque une trentaine de pieds. La grande chute, qui est aujourd'hui en dessous du barrage de la Dame-Neuve, avait à peu près 40 pieds de dénivelé sur 800 mètres de long. On avait des rapides dans le coin de l'île aux Chats, on avait des rapides dans le coin de Saint-André. Alors, on voit que le courant s'en va tranquillement vers la grande rivière des Outaouais. Lorsque les Européens ont commencé à établir le territoire autour de la rivière du Nord, on a conçu une manière de lotir ce territoire-là. Évidemment, on avait l'expérience des seigneuries en Nouvelle-France. C'est ce qu'on a appliqué sur le territoire de la rivière du Nord, en commençant par les seigneuries qui étaient sises sur la grande rivière. Parce que, une seigneurie devait avoir un point d'ancrage sur un cours d'eau qui était navigable. On savait que la rivière des Outaouais était navigable jusqu'au pied du Lonceau, cette grande chute, cette immense chute qui aujourd'hui n'existe plus, qui est en dessous du barrage de Carillon, on naviguait jusque-là. Alors, on a décidé de concéder des seigneuries le long de la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes et Argenteuil. La seigneurie d'Argenteuil a été concédée bien avant celle du lac des Deux-Montagnes aux Sulpiciens. Elle a été concédée en 1680 par le sieur de Frontenac, Louis de Buade, lui-même en personne, qui a concédé cette seigneurie-là à un de ses amis, un ancien militaire avec qui il avait partagé des explorations et tout ça, Charles d'Aillebout des Mussaux. Charles d'Aillebout des Mussaux venait de la région d'Argenteuil en France. Alors, c'est probablement pour ça qu'il avait choisi de nommer le toponyme Argenteuil pour sa seigneurie. Son fils Pierre prend le relais et lui a été le premier seigneur d'Argenteuil à s'appeler Pierre d'Argenteuil. Donc, il tenait à ce titre-là. Et là, on est à la fin du 17e siècle. Alors, on concède les seigneuries. Puis, il y a une chose qui est particulière dans cet établissement des seigneuries sur le bord de la rivière des Outaouais, et ensuite de ça, avec la rivière du Nord qui serpente à travers ces seigneuries-là, c'est l'angle dans laquelle on a concédé ces seigneuries, ou du moins établi. Souvent, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait une carte et on se disait, on va mettre ça un peu perpendiculaire avec la carte. Alors, ce qu'on voit sur la carte ici des seigneuries et des cantons, on voit très bien que la rivière des Mille-Îles sert de point d'ancrage pour faire l'angle de 90 degrés. On voit très bien, elle descend comme ça, la rivière. Ensuite de ça, on a un angle de 90 degrés qui s'en va comme ça, qui établit la seigneurie de Blainville, la seigneurie Rivière-du-Chêne, la seigneurie de Terrebonne sur la rivière des Mille-Îles. Par la suite, on se sert de l'espèce de V que forme la terre aux abords du lac des Deux-Montagnes et par la suite l'angle de la rivière des Outaouais pour replacer cet équerre-là des seigneuries. Ce qui fait que les arrière-fiefs ont eu des terres qui se sont comme un peu enchevêtrées. Quand on regarde aujourd'hui le territoire de Saint-Colomban, c'est un territoire qui est en triangle. Pourquoi il est en triangle? Parce que c'est un espace de terrain qui se retrouvait entre les différentes équerres dont on s'était servi pour établir les seigneuries. Il en va de même avec une des municipalités d'Argenteuil qu'on connaît sous le nom du canton de Mille-Îles ou de la municipalité de Mille-Îles, qui se trouve à être un arrière-fief des cantons. Alors, on voit que ce déploiement-là a causé un certain problème pour les seigneurs parce qu'ils ont dû s'entendre sur les frontières à ce moment-là. L'autre chose aussi, on voulait une rivière pour pouvoir établir les terres. Parce qu'en système seigneurial, on sait qu'on a des terres qui ont 3 arpents de large par 30 arpents de profond, qui sont toujours scies sur une rivière qui est navigable. La rivière du Nord, elle part du sud et s'en va vers le nord, donc c'était facile à Saint-André d'établir des terres sur un côté de la rivière, ce qu'on disait le côté est de la rivière. Donc tout le côté qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les terrains là, sur le bord du village, mais qui ne sont pas sur le bord de l'eau, qui poussent vers les terres arrière de la rivière Rouge et vers la chute. Mais par la suite, la rivière du Nord, elle sort de la seigneurie d'Argenteuil pour aller dans le canton de Chatham, à l'île aux Chats, et elle remonte, et ensuite de ça, revient dans la seigneurie
à la chute, juste avant l'ancienne grosse chute qui aujourd'hui est sous les barrages de la compagnie Cascade et de la compagnie Ayers. Cette rivière-là, ensuite de ça, s'en va d'ouest en est pour sortir de la seigneurie d'Argenteuil et s'en aller tranquillement vers Saint-Canute et Saint-Jérôme. Alors, établir des terres dans le territoire de la chute qui sont perpendiculaires avec la rivière du Nord, ça devenait beaucoup plus facile dans ce cas-là. Puisqu'elle serpente, puisqu'elle a des dénivelés qui changent constamment selon les territoires, cette rivière-là n'a jamais été utilisée comme une rivière de navigation. On ne pouvait pas transporter du matériel à moins de se rendre au premier rapide, qui est à Saint-André, et par la suite, sortir de la rivière et commencer à faire du portage. Alors, quand on regarde le territoire de la seigneurie d'Argenteuil et qu'on voit l'angle que la rivière prend, bien, on se dit, OK, oui, ça pourrait être probablement qu'on s'en est servi pour rentrer à l'intérieur jusqu'au premier rapide. C'est ce que les cartographes ont fait et ont remarqué et ont statué sur ce fait-là. Passer le premier rapide, ça devenait de plus en plus difficile parce qu'il y avait les rapides de Saint-André. Ensuite de ça, il y avait les rapides de l'île aux Chats. Et ensuite de ça, il y avait les rapides de la chute. Bon, les rapides de la grande chute à la chute et la grosse chute par la suite à franchir. Alors, on a décidé de plutôt voyager par les terrains comme on avait vu dans une ancienne conférence. Je vous montre ces cartes-là de 1722-1730 pour que vous compreniez qu'au départ, quand on a commencé à établir des terres autour de la rivière du Nord, on n'est pas monté jusqu'à la chute. Ce n'était pas intéressant pour eux d'aller plus au nord. On se devait, au départ, d'établir village, d'établir des terres, d'établir la seigneurie, construire un manoir seigneurial, amener des colons à vivre sur ces terres-là. Donc, tranquillement, par la suite, un coup, tous ces terres-là sont établies, sont habitées, défrichées. Bon, on commençait à être cultivées, on a construit un moulin à farine, on devient de plus en plus autarcique. Par la suite, on va monter vers les arrière-fiefs dont la chute faisait partie. Alors, pendant tout le 18e siècle, on s'en est tenu à essayer de construire une petite colonie du côté de Saint-André. Ils avaient une concurrence qui était pratiquement déloyale à ce moment-là. C'était la traite des fourrures. Les gens à l'ouest de Montréal, bon, en raison de la traite des fourrures, en raison des alliances de commerce qu'ils avaient établies avec les populations amérindiennes, en raison des guerres aussi qu'il y avait avec les populations amérindiennes qui occupaient différentes parties du territoire, ils n'avaient pas le droit de s'établir à l'ouest de Montréal avant 1722. Donc, quand on a donné l'accord de pouvoir s'établir, on a vu des colons venir s'installer ici. Les premiers colons se sont installés en face du golfe, sur la terrasse Robillard. C'est là qu'ils se sont installés en premier aux abords de la rivière du Nord. Par la suite, ils sont montés tranquillement jusqu'au premier rapide. Et là, à ce moment-là, le seigneur d'Argenteuil, qui était Pierre-Louis Panet, en 1781, a concédé son premier contrat de moulin pour la construction d'un moulin à scie et d'un moulin à farine. C'était le devoir du seigneur. Il se devait absolument de fournir ces éléments-là à ses censitaires pour qu'ils puissent, bon, développer une petite économie régionale, suffire à leurs besoins. Parce que pour que les gens puissent monter la rivière du Nord sur une distance d'aussi longue que pratiquement 5 km, bien, ça leur prenait une bonne raison pour y aller. Autrement, ils devaient partir avec leur production de blé ou leur production d'avoine, puis aller faire moudre ça du côté de Rigaud ou encore de Vaudreuil-Soulanges. Ça leur faisait tout un travail, tout un voyage à faire en petits canaux ou encore en petits bateaux. Donc, Panet construit ses moulins. On commence à s'établir sur le bord de la rivière du Nord, à Saint-André. Là, je vous mets une carte de St. Andrews en 1816. On voit le pont. Le pont traverse exactement la même place que le pont est aujourd'hui. On voit aussi, à l'extrémité gauche en haut, un petit barrage qui avait été construit à ce moment-là. Ce barrage-là servait à acheminer de l'eau au moulin à scie puis au moulin à farine. Alors, dès cette période-là, début 19e siècle, on sait que la proto-industrie s'est installée à St. Andrews. Mais ça faisait quand même un certain temps qu'on avait établi ces terres. On est en train de créer un petit village. Du côté de la chute, vous allez me demander. Du côté de la chute, on est monté.
On est monté à partir de 1793-94. Faire des évaluations de potentiel hydraulique sur la rivière du Nord. Donc, des ingénieurs, constructeurs de moulins, dont un en particulier qui s'appelait Duran Roberts, un Américain qui venait de Virgins au Vermont, est monté à la chute de Saint-André en empruntant le sentier des Amérindiens parce qu'il ne pouvait pas naviguer sur la rivière du Nord. Il est allé jusqu'en haut de la grosse chute, il est allé, prendre des relevés, regarder qu'est-ce qu'il y avait de l'air à la grosse chute. Oui, y a-t-il des endroits où on peut construire des moulins sur le bord de la rivière du Nord? Est-ce que c'est trop escarpé? Est-ce que la rivière est... il a passé probablement l'été là pour essayer de comprendre les crues printanières, comment la rivière a réagi avec les pluies, tout pour s'assurer qu'on puisse développer une colonie, du moins un établissement humain en haut de la grosse chute. Il est redescendu vers Saint-André, il est allé voir le seigneur qui était à ce moment-là, Patrick Murray. Il a fait son rapport. Pour l'en récompenser, le seigneur Murray lui a donné une terre sur le bord de la rivière du Nord, à la chute, en haut de la grosse chute. Mais pas du côté du village, pas qu'on connaît aujourd'hui du côté de la ville de la Chute, de l'autre côté de la rivière, donc du côté nord de la rivière. Pourquoi il a choisi ce terrain-là? Simplement parce qu'il pouvait profiter de plus d'heures d'ensoleillement. En étant sur l'autre côté de la vallée, parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on monte de Saint-André, on arrive sur un plateau et là, on descend tranquillement vers la rivière. On a le nord de ce côté-là. Et là, on a le soleil qui va ensoleiller les terres. Donc, toutes ces terres qui sont ce côté-ci ne profitent pas d'un ensoleillement direct. Les terres qui sont de l'autre côté de la rivière profitent d'un ensoleillement direct. On a le plateau rocailleux qui est là, qui crée une espèce de microclimat, donc qui favorise la culture. Alors, Duran Roberts savait exactement où il voulait s'installer en haut de la grosse chute. Donc, le seigneur Murray lui a concédé ces terres-là. Maintenant, quand il a fait son rapport à Patrick Murray, et là, j'avance des suppositions parce qu'on n'a jamais découvert son rapport. J'avance probablement qu'il lui a mentionné que cette chute-là devait mesurer au moins la hauteur de 5 à 6 hommes. Un homme mesurant en moyenne 5 pieds 2, 5 pieds 3 à cette époque-là. Il a probablement raconté que le bruit infernal de cette chute-là, on l'entendait au loin parce qu'il trouvait écho avec la rivière qui était un peu plus loin, mais avec les montagnes qui sont derrière, avec les plateaux rocailleux. Probablement qu'il nous a raconté qu'il y avait un flanc de montagne qu'on voyait de l'autre côté des arbres et de l'autre côté de la rivière, qu'il y avait plein de ruisseaux. Probablement qu'il nous a raconté qu'il y avait des endroits pour construire des moulins. Et c'est comme ça que Patrick Murray est parti de son bord vers Montréal, est allé à la rencontre d'un espèce de promoteur, un promoteur foncier. Là, son père était riche, son père avait fait beaucoup d'argent du côté du Vermont. Puis lui, il voulait changer de place, s'en venir vers le nord. Il le connaissait, probablement qu'il se connaissait aussi. Ils se sont rencontrés et là, ils ont convenu d'une chose. Patrick Murray a concédé à cet homme-là, Jedediah Lane Jr., l'ensemble du territoire de la ville de la Chute. Donc, de l'autoroute 50 aller jusqu'au lac Sir John, de la rue Amford à la Chute, aller jusque de l'autre côté du camp Bourbonnière, qui fait aujourd'hui partie de Mirabel. Il a concédé cet immense terrain-là, 6 000 acres de terre, pour un montant de 5 000 $ espagnols de l'époque. Ah, c'est immense comme terre. Et là, il lui a demandé une chose. Est-ce que tu peux t'occuper d'amener des gens pour établir ces terres-là, construire, développer des moulins, amener des gens à vivre sur place, et en faisant ça, je vais les libérer de leur devoir de censitaire. Tout ce qu'ils vont me devoir au sortir de cette aventure-là, si jamais ils décident de vendre leur terrain, ils me paieront la taxe de vente qu'ils auront récoltée. Et c'est comme ça que Jedediah Lane Jr. s'est installé avec des colons qui nous arrivaient de Jericho au Vermont. Les premiers ont suivi Duran Roberts, Hezekiah Clark en 1796, John Sullivan Hutchins en 1798, son frère Joshua, et plein d'autres ont suivi par la suite, jusqu'en 1808. Et ils se sont établis
en haut de la grosse chute, above the big chute. Et cette chute-là, elle a été motrice du développement économique ici, sur le territoire de la chute. Non seulement ça, probablement que Durand Roberts avait remarqué que la rivière Ouest servait à amener un apport supplémentaire en eau pour les moulins. Parce qu'à chaque crue, la rivière Ouest venait gonfler cet espace-là des moulins à la chute. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler cette partie de territoire-là. Bon, dans le détour de l'avenue Argenteuil, en s'en allant vers le pont Fiche, derrière la taverne du Pont, on a appelé ça, ce coin-là, la chute Mills. Et la chute Mills est demeurée la chute Mills jusque dans les années 50. 1950, je dis. Alors, on voit le village de la Chute en 1824, petite communauté qui s'est développée autour du sentier amérindien, qui est devenu la rue principale par la suite. Hein? Tout au d'abord du moulin, aux abords des moulins. Ces moulins-là, c'était des moulins, bon, évidemment, moulins à scie, parce qu'on devait se bâtir une maison. Ensuite de ça, on avait le moulin à carder pour carder la laine. Et ensuite de ça, on avait le moulin à farine. Le seigneur aussi avait construit ces moulins parce qu'il y avait un agent de terre qui vivait ici. Son premier agent de terre, c'était un Écossais. Hein? Un Écossais qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Thomas Barron. Le lieutenant-colonel Thomas Barron, qui nous arrivait d'Écosse directement jusqu'ici à la Chute. Thomas Barron a fait énormément pour la ville de la Chute à cette époque-là. Alors, on voit ici, sur la carte, les premiers arrivants de la ville de la Chute autour de 1800. Les Stone, les Clark, les Hutchins, les terres du Seigneur, ensuite de ça, les terres de Thomas Barron. Thomas Barron possédait les terres du parc Barron. On dit parc Baron aujourd'hui, mais c'est vraiment le parc Barron. Okay? Et là, on voit tranquillement la rivière, les terres s'étaler autour de la rivière à partir de 1852. Comment on a loti tous ces terres-là le long de la rivière. Je dois vous raconter qu'un peu plus au sud de la chute, là où il y a la grande chute, en 1814, le premier arrivant, Hezekiah Clark, était parti à la pêche le temps que son blé était en train de moudre au moulin. Et puis là, il a tendu sa corde. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas trop parce que, on n'a pas nécessairement de traces racontant cette histoire-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le pauvre Hezekiah aurait perdu pied en pêchant le saumon dans la rivière du Nord. À ce moment-là, il serait mort noyé dans la grande chute, donc juste derrière la polyvalente Lavigne à la chute. Alors ici, on voit la chute Mills en 1871. On sent que c'est une communauté qui est vraiment établie autour de la rivière du Nord. La rivière du Nord est le moteur hydraulique de cette ville-là. À ce moment-là, l'électricité n'existait pas. Hein? C'est vraiment le pouvoir de l'eau qui faisait tourner les moulins. Donc, une grande roue qui était poussée par l'eau qui coulait. Des fois, on acheminait l'eau dans des espèces de gros tuyaux vers le moulin. Ce gros tuyau-là, souvent on l'appelait en anglais parce que c'était une communauté anglophone, on l'appelait le flume. Alors, l'eau coulait dans le flume, allait faire tourner la grande roue et de la grande roue, des engrenages et tout ça, de machines qui faisaient tourner par la suite les grandes roues des moulins et tout ça. En 1871, on est au début de la grande révolution industrielle. Thomas Henry Ayres et Félix Hamelin débarquent à la chute. S'en viennent regarder la rivière. Regarde la rivière, évalue son énorme potentiel pour y construire une grande filature. Et en 1876, suite à l'arrivée du train qui passe à la chute, Thomas Henry Ayres et Félix Hamelin fondent Hamelin Ayres sur le bord de la rivière du Nord à la chute. Et cette compagnie-là va changer, complètement transformer l'histoire de cet établissement qu'on appelait à l'époque en haut de la grosse chute, vont transformer la chute Mills en ville industrielle et pour les 100 prochaines années, des générations de travailleurs vont faire produire du textile à la Ayres Limited, aux abords de la rivière du Nord. Quand on regarde la chute en 1885, on sent vraiment ce développement industriel. On n'est plus dans la proto-industrie du monde seigneurial avec des petits moulins. On est rendu avec des fonderies, on a des tanneries, on a des hôtels, on a le train qui est là, on a des grandes industries, une papetière,
une filature. Et tout ça est construit autour de la rivière du Nord. Cette rivière-là n'a toujours pas été naviguée. Et ce n'est pas une rivière de villégiature, c'est vraiment une rivière industrielle. Parce que si on avait utilisé ou conféré à cette belle rivière du Nord-là une utilité de villégiature, la plupart des grosses maisons auraient été construites sur le bord de la rivière et la rivière serait demeurée l'arrière-cour de ces grandes propriétés. Au contraire, c'est devenu l'arrière-cour du Petit Canada. Petit Canada qui a été nommé ainsi grâce au passage du train entre 1910 et 1940, le train du CN. Et tout l'établissement, là où les premiers arrivants s'étaient établis, de l'autre côté de la rivière, a été tranquillement déserté de ces populations. Alors, c'est quand même assez curieux. On vit dans une ville où une rivière serpente à l'intérieur de la ville, mais cette rivière-là n'est pas l'endroit où n'est pas la position la plus valorisée de la communauté, à part, évidemment, pour l'industrie. Alors, je vous amène dans la rivière du Nord en images. La Chute Mills en 1840. Quelques années, on voit les moulins, on voit cette rivière-là, on est tout près de la grosse chute. On sent la grosse chute qui est derrière les moulins. On sent qu'il y a un courant immense qui nous arrive. Alors, ce dessin-là, fait en 1840, est un témoin incroyable pour nous, les historiens, pour comprendre comment les gens vivaient autour de cette rivière. Et j'avais une question à vous poser à travers tout ça. Combien y a-t-il de barrages sur la rivière du Nord entre La Chute et Saint-André d'Argenteuil? Quand on y pense, il y en avait 5. Et combien il en reste? Il en reste seulement 3. Les 3 sont encore très, très, très visibles. Vous traversez de la rue Grace vers Ayersville, à côté de la Taverne du Pont, vous en avez un qui est là. C'est l'ancien barrage de la Wilson, qui était devenu aujourd'hui le barrage de la Cascade. Ce barrage-là, c'est un barrage qui est abandonné, qui sert juste à contrôler, dans le fond, le niveau de la rivière, pour faire en sorte qu'on ait un bassin du côté du parc. Mais c'est un barrage qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. Ensuite de ça, un peu plus bas, on a le premier barrage de la compagnie Ayers qui fabrique de l'électricité aujourd'hui. Ce barrage construit en 1910. L'histoire de la Ayers a commencé en 1876 avec le premier barrage qui a été construit à cet endroit-là. Et ce premier barrage-là a été détruit par l'inondation de 1885. Alors, on a dû en construire un autre et puis un troisième. Dans le fond, c'est le troisième barrage qui a été construit à cet endroit-là, ou pratiquement à cet endroit-là. Le troisième barrage qui est encore existant aujourd'hui, c'est celui que vous connaissez sous le nom de la Dame-Neuve. Curiosité quand même qu'on ait appelé un barrage Dame-Neuve. Parce que oui, c'est une dame. Oui, c'est la nouvelle dame. It's the new dam. Mais c'est pas la nouvelle madame. Alors, le dame, on devrait lui enlever le E pour y conférer sa toponymie d'origine, son toponyme d'origine. Donc, nouveau barrage, Dame-Neuve. Ce barrage-là, c'est un barrage de 40 pieds, avec une tête de 40 pieds. C'est de toute beauté. À la construction en 1929 du barrage, on y avait donné un caractère très, très art déco. C'est vraiment génial quand on voit les anciennes photos. Ensuite de ça, on s'en va tranquillement vers Saint-André. Il y avait un barrage à l'île aux Chats qui coupait l'île aux Chats en deux. Donc, de chaque côté de l'île aux Chats, il y avait un petit barrage qui était installé là. Ce petit barrage-là servait à rehausser le niveau de la rivière pour amener de l'eau dans le feeder. Le feeder qui est un canal d'alimentation qui, lui, amenait de l'eau dans le canal de Carillon. Entre 1830 et la construction de la Grande Chute de Carillon du premier barrage à Carillon en 1883. On a les barrages de la Chute Mills, on voit tout ça. Et par la suite, le dernier barrage, le 5e, c'était celui de Saint-André. Je vous montre en image la Chute Mills, de toute beauté. On a la compagnie Ayers avec son barrage qui est ici, construit en 1910. C'était une grande compagnie pour la ville de la Chute. Évidemment, construite sur le bord de la rivière.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas trop se poser de la question qu'est-ce qu'il y avait. Bon, c'est sûr que les eaux usées passaient par la rivière. On avait besoin énormément d'eau pour laver la laine du mouton. Donc, cette laine-là qui contenait l'huile, l'anolin, bon, s'en allait avec la rivière. Des fois, les teintures s'en allaient avec la rivière. C'est une ville industrielle. C'était la même chose pour la papetière Wilson qui était établie sur le bord. Bon, évidemment qu'il y a eu des résidus de pulperie qui se sont ramassés dans la rivière pendant tous ces temps-là. On a la chute, le parc Baron, ici, qu'on voit en image, qui est vraiment de toute beauté. La chute tout près du pont qui s'en va vers Dunani, hein, le pont vert, ou le pont Copeland, ou le pont Powers, comme on l'appelait à l'époque. Certains l'ont même appelé le pont noir. Hein. Et il y avait une petite plage où on allait se baigner au début du siècle. Le pont du CPR, hein, du Canadian Pacific Railway, qui traverse la chute et qui est encore là aujourd'hui sur ces socles pratiquement originaux, des socles de pierre qui ont été construits en plein milieu de la rivière et qui ont résisté à toutes les inondations qu'on a connues, parce que des inondations, on en a connues. Il y avait le pont du Québec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway au-dessus de la rivière Ouest. Un petit peu plus loin, ce pont-là a été démoli et reconstruit. On a le pont du Canadien Pacifique qu'on voit ici en couleur. Ensuite de ça, la rue Argenteuil, on y voit l'église baptiste qui est encore là tout près. Alors, on est autour de 1900 à ce moment-là. On a la chute ici, vue de la montagne McGibbon, de l'autre côté de la rivière, sur le plateau. Vraiment, vraiment de toute beauté, cette photo-là. On voit la rivière qui coule tout doucement. Savez-vous qu'il y a un lac sur la rivière du Nord, ici à la chute? Ce lac-là s'appelle le lac Émilie. Émilie, probablement, qui était la fille d'un des propriétaires ou la femme d'un des propriétaires des terres. Probablement la femme de John Michael, hein, qui lui possédait une partie de ces terres-là qui était plus à l'est du petit village de Lachute Mills. Quand on pense à Saint-André en 1840, on voit aussi que c'était une communauté qui était beaucoup plus développée autour de la rivière en 1840 que la petite ville de la Chute. Donc, on y voit les hôtels de l'autre côté de la rivière, donc du côté ouest de la rivière du Nord à ce moment-là. Le 5e barrage, c'était le barrage qui arrêtait l'eau ou qui surélevait l'eau à Saint-André pour amener de l'eau au Petit Moulin. Et un de ces moulins-là est encore debout aujourd'hui à Saint-André, c'est le fameux bâtiment de pierre qu'on voit de l'autre côté de la rivière, en face de l'église. Ce bâtiment de pierre-là a été construit par un des grands constructeurs de moulins à papier, Thomas Mears, autour de 1794, en 1794 et 1800, qui était à Saint-André, cet homme-là, pour construire des moulins. On voit ici le pont de Saint-André avec le magasin La Douceur. Magasin La Douceur, qui est le bâtiment qu'on voit encore aujourd'hui au bout du pont quand on rentre dans le village de Saint-André. Et non, ce n'est pas le moulin à papier. Le moulin à papier était juste voisin du bâtiment La Douceur et le moulin à papier a passé au feu autour de 1830. Alors, on n'a aucune photographie de ce moulin-là. Alors, c'est ce qu'on a construit partout un peu sur la rivière du Nord, dans notre coin. Et on voit qu'en plein été, cette rivière-là coule à travers les roches. C'est une rivière de roches, hein? On a l'ancien pont de la rivière du Nord. Curiosité, ce pont-là, construit en 1936, on est obligé de le démolir suite à l'inondation de 1981, quand l'embarque de glace avait cédé et qu'au mois de février 1981, on s'est ramassé avec une inondation dans le village de Saint-André. Les glaces ont tassé le pont et on a dû penser à ce moment-là à reconstruire ce pont de béton. Je vous parlais de pollution. Déjà en 1967, on s'interrogeait sur la qualité de l'eau, parce que des industries, il y en a eu sur le bord de la rivière du Nord. Il y en a eu à Saint-Jérôme, la Roland, la Regent, toute la Tricophile par la suite. Toutes ces compagnies-là ont eu des résidus industriels qui ont voyagé dans les sédiments de la rivière du Nord. Alors, c'est encore présent. Maintenant, vous me direz aujourd'hui, est-ce qu'on peut se baigner dans la rivière? Probablement beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'en tout cas quand j'étais jeune, moi, en 1980-82. Mais du temps de votre jeunesse, dans les années 50, probablement que vous étiez en mesure de vous baigner dans une rivière qui n'était pas si polluée que ça. Alors, on se rend compte que c'est une rivière qui évolue dans le temps, mais qui n'a pas nécessairement changé d'affectation. On se rend compte qu'elle est encore une rivière industrielle. Est-ce qu'elle va être transformée dans les années futures? Ah, ça, on se pose toujours la question. Moi, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'avec un ami, de temps en autre, on essaie de lui rendre honneur en faisant des tours de Rabasca pour raconter son histoire à tous ces gens qui viennent faire une excursion sur notre belle et grande rivière du Nord.
Alors, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que j'ai réussi à vous divertir avec ces présentations-là. Ça sera au plaisir de se revoir dans une prochaine émission.